Gladiator est un classique qui fait partie des grands films de Ridley Scott, même si, de mon point de vue, ses deux meilleurs restent Alien et Blade Runner. Quoi qu'il en soit, l'idée d'une suite a autant pour exciter la curiosité que pour faire craindre le pire, selon votre état d'esprit et votre appréciation des dernières réalisations du prolifique octogénaire. Et étant donné le nombre de peuples gouvernés par l'Empire romain, on peut se dire qu'à l'époque, la question des langues devait être un sacré casse-tête. Encore aujourd'hui, il y a des tas de bonnes raisons d'apprendre une langue étrangère, et pas que l'anglais, bien sûr. Ma bonne raison d'apprendre, c'est de maîtriser une langue liée aux origines de ma compagne, une langue qu'on pourra parler ensemble, ou en voyage par exemple, le portugais brésilien. En plus, c'est très joli à l'oreille. Pour atteindre cet objectif, j'ai choisi Rosetta Stone, et comme j'ai trouvé l'outil aussi agréable qu'efficace, j'ai accepté avec plaisir ce partenariat. L'anglais mis à part, j'ai toujours galéré avec les méthodes d'enseignement des langues en classe en France, et j'avoue que j'ai commencé à utiliser Rosetta Stone avec la crainte d'être un peu nul. Mon expérience a été très vite rassurante du fait de l'approche intuitive qui associe des images, des mots et surtout la prononciation parfaite dès le début. On a juste besoin d'un écran et d'un micro via une appli ou, comme ce que j'ai fait sur ordinateur, même pas besoin de connexion pour lancer une session. Et puis la méthode est découpée en leçons de 10 minutes max, ce qui est à la fois très pratique et motivant. On sait qu'on n'est pas obligé de forcément bloquer 1 heure ou même 30 minutes. C'est à la fois immersif sans être intimidant avec un gros accent, si j'ose dire, sur la capacité à s'exprimer à l'oral, un point qui fait souvent défaut aux Français, on va pas se mentir. Plutôt que de bouffer la traduction, on est tout de suite dans le bain en entendant, en lisant et en parlant la langue, tout en suivant des prononciations de natifs. Si vous pensez comme moi qu'il est temps de vous y mettre, profitez de 60% de réduction sur le Lifetime 25 langues, un abonnement à vie qui donne accès aux 25 langues de l'appli, ou le Lifetime une langue. En plus de cette grosse réduction, vous pourrez offrir Rosetta Stone à qui vous voulez en envoyant un abonnement. Voilà de quoi faire plaisir à tous ceux qui ont envie d'élargir leur horizon. Pour profiter de tout ça, vous avez l'habitude, il faut passer par le lien disponible en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Pour moi, le premier film, le Gladiator, c'est d'abord et avant tout de l'émotion brute, pas aussi subtile ou raffinée que dans d'autres grands films, mais qui parvient à saisir la rage bouillonnante de la vengeance pour la faire jaillir à l'écran à Granger écarlate. Oui, je suis un poète. Gladiator, ce sont des performances ancrées et plausibles de Russell Crowe et Joaquin Phoenix, malgré une tragédie plus grande que nature. Gladiator, c'est aussi une bande originale implacable centrée sur la géniale Lisa Gerrard, connue en solo, mais aussi comme voix divine du groupe Dead Can Dance, qui a longtemps été la bande-son de mes parties de jeux de rôle entre amis, et ça c'est chouette. Si Gladiator est aussi marquant, c'est bien sûr aussi pour son final qui va jusqu'au bout sans trahir l'histoire avec un H minuscule, même si la grande histoire est évidemment un peu bousculée. Pourquoi donc cette volonté d'en proposer une suite? On sait que l'idée trotte dans l'esprit de Ridley Scott depuis un long moment, et ce n'est certainement pas pour l'appât du gain qu'il aurait fait un tel choix. Observons donc ce phénomène, d'abord sans spoiler. Comme je le disais, le premier Gladiator n'a jamais visé la moindre fidélité historique, c'est avant tout une fiction dans un cadre connu de l'histoire antique, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la suite poursuit dans cette voie et pousse le curseur plus loin encore. De mon point de vue, ce n'est pas en soi un problème, même si cette prise de liberté participe, sans nul doute, à une surenchère à tous les niveaux de la narration. Gladiator 2 est un film spectaculaire et pendant une bonne partie du film, je me suis réjoui de retrouver un tel spectacle de péplum à l'écran, une débauche de moyens qui fait partie de la légende hollywoodienne et de la démesure qui fait aussi partie du plaisir des salles obscures. Alors certes, les couleurs éclatantes, les costumes chatoyants, les maquillages saisissants souffrent parfois un peu de quelques emportements numériques sur des aspects relativement secondaires, comme des animaux dont les effets ne convaincront pas tout le monde notamment. Et il n'est pas étonnant que Ridley Scott ait voulu un film très ambitieux, et pour ce faire difficile de se passer de la magie numérique de nos jours, surtout pour des plans larges qui visent précisément la démesure. Quand je disais que le film était spectaculaire pendant une bonne partie de sa durée, je ne sous-entendais pas qu'il s'effondrait visuellement sur la fin. Non, c'est plutôt son manque de rigueur scénaristique qui le fait doucement puis sûrement dérailler vers quelque chose de trop brouillon pour pouvoir apprécier sereinement un spectacle qui souffre d'un effet de vase communicant. Et oui, des vases communicants carrément, à mesure que se déploie la démesure presque grand guignolesque des images, l'investissement émotionnel et cérébral semble s'étioler comme un pain de glace abandonné sur le sable de l'arène au soleil. Cette suite peut pourtant compter sur quelques interprètes solides, voire beaucoup plus, avec une nette domination charismatique de Denzel Washington, puis de Pedro Pascal qui vient ensuite. On pourrait reprocher à Denzel d'en faire des caisses. Personnellement, je le trouve simplement brillant dans ce rôle
dont l'incarnation flamboyante qu'il propose ici transcende littéralement une écriture au final simpliste et basique. Dans un autre style, Pedro Pascal apporte à la fois gravité et nuance à un général qui n'est lui aussi défini que par 2 ou 3 adjectifs, je pense, sur le papier. Pedro est tout simplement crédible, il apporte de la chair, de la présence, ce visage si caractéristique et photogénique. Ce n'est pas pour rien que Denzel et Pedro ont de telles carrières, on les sent totalement à leur place, même au sein d'un tel Capharnaüm. Je ne veux pas minimiser la performance de Paul Pascal dans le rôle principal, il ne démérite pas, mais il souffre bien sûr de la comparaison avec Russell Crowe d'un côté, et de l'autre de l'aspect terriblement monolithique de l'écriture de son personnage, qui est déjà héroïque, avant même que les événements ne le poussent à le devenir. Quant aux autres rôles, entre les 2 empereurs, Lucilla, quelques sénateurs ou autres personnages secondaires, c'est clairement Joseph Quinn qui sort du lot, à mes yeux, dans le rôle de l'empereur Guetta, un peu moins caricatural et dérangé que son frère Caracalla, joué par Fred Eschinger, vu notamment dans la première saison de The White Lotus. Et pour revenir sur Guetta, c'est énorme de voir la montée en puissance de Joseph Quinn suite à sa révélation dans Stranger Things saison 4, j'aurais aimé que le film nous donne plus de développement sur son personnage. Quant à Connie Nielsen, elle est correcte dans un rôle dénué de relief et prévisible de Lucilla. Malheureusement, elle ne parvient pas à dépasser à l'écran les limites de la page. Pour en venir à l'histoire et à la tenue générale du film, toujours en évitant les spoilers spécifiques, cette suite est une sorte de redite du premier, qui en a parfaitement conscience et qui joue totalement sur cette nostalgie, avec des parallèles lourdement soulignés et des reprises musicales qui ne cherchent jamais à innover ou explorer. On peut noter de beaux efforts sur les scènes de combat, je ne parle pas du tout de leur réalisme ici, mais de leur lisibilité à l'écran, de l'énergie des combattants. Ceci dit, on aurait certainement pu aller plus loin, vers plus d'inventivité de réalisation et plus d'impact encore, en réfléchissant bien à tout prendre. Le duel final du film de Scott, Le Dernier Duel, est nettement meilleur que tout ce qu'on peut voir dans ce Gladiator 2, aussi bien en termes audiovisuels qu'au niveau des enjeux dramatiques. Là où les différences principales s'expriment avec le premier film, se situent justement les plus grandes faiblesses scénaristiques de cette suite, faiblesses qui mettront votre suspension consentie d'incrédulité à rude épreuve et, de fait, briseront sans doute l'immersion émotionnelle de certains, voire de la plupart d'entre vous. Et voilà qui m'amène à la question de l'inutilité de ce film. Je suis bien conscient que l'utilité de l'art, c'est un sujet classique de dissertation philosophique. Ce film a le droit d'exister, de divertir, et par certains aspects, il le fait plutôt bien et n'a pas à rougir de la comparaison avec d'autres blockbusters, loin de là. Cependant, il paraît absolument légitime de s'interroger quant à ce que cette suite apporte ou retire au premier Gladiator. En réalité, pour éviter de tomber dans les clichés d'exagération qui sont souvent de mise à notre époque, le premier film restera tel qu'il a toujours été et cette suite ne peut rien lui enlever, quoi qu'elle fasse. Disons que là où le film est nettement supérieur, c'est du fait du parcours héroïque et tragique de Maximus qui parvient à approcher une forme d'universalité, quand cette suite tente de le faire, échoue et ne reste qu'un spectacle que vous trouverez plus ou moins époustouflant ou boursouflé selon vos sensibilités et humeur du moment. La légende de Maximus reste un rêve lointain de grandeur passée pour ces personnages comme pour cette suite qui se perd dans le pain et les jeux alors que la foule sentimentale a encore soif d'idéal. Avec ce film, il ne fait guère de doute que ce cher Ridley Scott a allègrement sauté par-dessus le requin pour traduire la célèbre expression américaine « jumping the shark ». Expression qui trouve son origine dans un épisode de la série Happy Days dans lequel l'inénarrable Fonzie saute par-dessus un requin alors qu'il pratique du ski nautique. En lui-même, l'épisode avait été bien accueilli par le public à l'époque, mais a posteriori, il a été vu comme le signe que les scénaristes partaient trop loin dans l'exagération et que la série était sur un début d'essoufflement créatif. Avant de vous en dire plus en entrant dans l'autre monde gris et inquiétant, celui des spoilers, je vous rappelle que pour vivre, une vidéo comme une chaîne ont besoin de vous, de vos commentaires, partages, abonnements, pouces en l'air. Pensez-y si vous ne voulez pas vous faire croquer la fesse gauche par un babouin sous stéroïdes. Mais qui a parlé de babouin sous stéroïdes? C'est certainement pas moi. Enfin bon, il faudra repasser la séquence et attendre la décision de l'arbitre de YouTube. Quoi qu'il en soit, on se demande pourquoi ce cher Lucius est aussi monolithique durant tout le film, comme s'il était né héros. Les gènes de Maximus sont balèzes, il n'y a pas à dire, presque autant que son pectoral d'armure apparemment. Outre le sable dans la main, habitude héritée de manière épigénétique ou tout simplement en regardant Maximus dans l'arène, Lucius semble être un meneur d'hommes endurci et prêt à faire face à toute situation, et ce dès la première minute de l'assaut romain sur la Numidie. La seule évolution de Lucius sera son acceptation de sa mère et de son héritage de prince de Rome, comme le film aime à l'appeler, une évolution qui survient très nettement lors du bref discours que lui tient le général Acacius dans l'arène,
témoignant son amour pour Lucilla et sa loyauté envers Maximus. De là à expliquer pourquoi l'attitude de Lucius envers sa mère change du tout au tout, il me semble que c'est un peu mince, et justement, ce traitement à la légère me semble tristement révélateur de ce qui déconne dans le film. Et oui, de fait, cet enjeu pourtant central, puisqu'encore une fois il s'agit littéralement de la seule évolution du héros dans tout le film, bénéficie beaucoup moins de l'attention du réalisateur que n'en a un combat à main nue contre des babouins go-muscu. Voilà, j'ai bien dit babouin go-muscu. C'est un constat qui vaut aussi pour l'autre personnage central, à savoir Macrinus. Seul le charisme et le flow que Denzel Washington insuffle au personnage le rendent aussi intéressant. La révélation finale qu'il est un ancien esclave n'a franchement rien d'étonnant. Il aurait été intéressant, je pense, de nous le montrer sous un jour plus nuancé, notamment dans ses motivations d'accès au pouvoir. Peut-être laisser entendre qu'il se raconte à lui-même une histoire de self-made man, rédempteur de tort, alors qu'il ne fait que perpétuer un cycle d'accès au pouvoir par la violence et par pure ambition personnelle. On pourrait traiter longuement de toutes les différences entre la réalité historique des arènes et ce que nous montre le film, mais je me doute que Thibaut Icarius le fera fort bien sur sa chaîne Histoire appliquée. Je pense qu'il évoquera notamment le fléau d'armes du gladiateur juché sur un rhinocéros, une arme totalement anachronique ici. Encore une fois, on rate ici l'occasion de dépeindre les gladiateurs et leurs spécialités tels qu'ils étaient avec le thrace, le sécutor, le récière. Et de même, on sait que les gladiateurs ne combattaient pas d'animaux sauvages, c'était une autre partie du spectacle avec des chasseurs en quelque sorte pour faire face aux animaux. Encore une fois, la mort inutile de nombreux gladiateurs est à nouveau exagérée alors qu'ils représentaient un investissement coûteux et qu'on essayait plutôt de les maintenir en bonne santé. Alors oui, bien sûr, on pourrait aussi s'arrêter sur l'impossibilité de trouver des requins dans l'arène, même si les spectacles nautiques d'arène ont bel et bien existé, et quelle magnifique manière de souligner que Scott est en plein jumping de shark, voire de jumping de Sharknado. Ce n'est pas fondamentalement ce qui m'a gêné dans le film, en réalité, même si cela vient, c'est vrai, décrédibiliser l'ensemble et atténuer le potentiel dramatique de ce qui nous est raconté d'un point de vue humain. On n'a aucun entraînement véritable de Lucius, au final, qui semble avoir le niveau d'un combattant d'élite de manière innée, même si oui, j'imagine bien qu'il a été entraîné correctement en Numidie, ça va de soi. Seuls les personnages puissants socialement semblent avoir de l'importance dans ce scénario et parmi les gladiateurs, aucun quasiment n'a de nom ou d'importance, à part le soigneur, Ravi. On peut s'amuser et surtout s'agacer de quelques énormités comme la devise littéralement écrite en anglais sur le mur où se trouvent le glaive et l'armure de Maximus, ou encore du fait que justement, d'armure, aucune n'est efficace pendant tout le film, à l'exception notable de celle d'Acacius qui le protège d'un coup de dos et surtout celle de Maximus qui sauve Lucius quand il est sous l'eau et que Macrinus le larde de coups d'estoc. Disons qu'il est rare de voir une version aussi littérale de la fameuse plot armor ou armure de Scénarite, le métal qui fait passer l'adamantium pour un carton Amazon. Je pourrais sans doute pardonner tout ça et en réalité je le fais déjà un peu. Non, ce qui me gêne véritablement, c'est par exemple que je ne ressens absolument rien à la mort de Lucilla, même pas un tressautement de sourcil. Que le niveau de subtilité dans la mort de Geta soit de littéralement mettre la main de Macrinus sur celle de Caracalla, c'est un peu beaucoup aussi, tout comme d'assassiner le même Caracalla en pleine tribu officielle, même si le public était un peu occupé à ce moment-là. Ou quand Lucius va quitter le Colisée comme une fleur à cheval et que personne ne l'arrête, ça commence à me titiller un peu plus encore, mais on va de pire en pire avec un final du grand n'importe quoi. Pourquoi Macrinus, qui est au courant de tout et qui planifie ses actions méticuleusement, n'a-t-il pas pris de mesures pour empêcher que l'armée d'Acacius ne puisse entrer en action? Pourquoi il se jette seul sur la route et pourquoi il accepte de combattre Lucius, qui est 2 fois plus jeune que lui et qui a prouvé sa valeur 10 fois sous ses yeux? Attention Ridley, on pousse le bouchon un peu trop loin, on tombe dans le n'importe quoi, et franchement, au moment même où je regardais le combat dans l'eau, je me suis dit qu'il ne manquait plus qu'un crocodile importé du Nil pour venir ajouter la touche finale à cette apothéose de scénario outrancier. Bah oui quoi, franchement, un bon crocodile qui vient décapiter Macrinus, voilà qui aurait fait le job, ou alors, puisque le symbolisme animalier est assez présent durant tout le film, pourquoi pas un loup de passage qui viendrait rappeler que les fondateurs de Rome choisissent l'héroïque Lucius plutôt que le vilain Macrinus. Pour information, dans l'histoire véritable, Macrinus est devenu empereur, il ne l'est pas resté longtemps certes, mais ici on préfère un dénouement extrêmement hollywoodien, dans le mauvais sens du terme. Je pense cependant que l'un des pires aveux de faiblesse du film réside dans son dernier plan, celui de la main de Maximus sur les blés. Eh oui, le film donne quasiment la même histoire au fils qu'au père, on tue la femme, gladiateur, puis on tue le méchant en combat singulier, mais comme on ne peut pas répéter la mort du héros, on revient carrément au premier film parce qu'on a conscience qu'on n'a aucune image plus forte à proposer que la main qui caresse les blés de l'au-delà. En parlant d'au-delà, je pense qu'on peut regretter que la jolie représentation du monde intermédiaire entre celui des vivants et des morts ne soit pas davantage exploitée, rien que pour le plaisir esthétique. On aurait pu imaginer des visites en rêve de l'épouse de Lucius pour apporter un peu d'émotion au travers de flashbacks, par exemple.
Alors certes, l'énergie à réaliser de Ridley Scott reste quand même admirable à son âge, et je lui souhaite d'autres films à venir, encore et toujours, mais disons qu'il nous sort ici un film mid, comme diraient certains, un truc spectaculaire qui bénéficie d'une distribution largement supérieure à son scénario, tout ça pour se perdre dans une nostalgie indigeste et un dénouement rocambolesque. Il me semble que la prise de risque aurait dû être nettement plus grande en termes de différence de trajectoire du héros par rapport au père, ça ne valait pas le coup de trahir l'histoire pour proposer quelque chose qui repose davantage sur le spectacle des combats que sur une véritable intrigue. Ce Gladiator 2 s'inscrit donc dans la lignée des péplums impressionnants, distrayants, mais qui ne laisseront pas une empreinte véritable dans l'histoire des films grand public, contrairement à ce qu'avait pu faire le premier. Je vous rappelle que vous trouverez un lien pour profiter de l'excellent Rosetta Stone à un tarif très réduit pour apprendre avec plaisir une ou plusieurs langues, c'est en description et en commentaire épinglé, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!